présentation de toutsurlehockey.com. Deuxième partie du top 32 du TSLH podcast. On rappelle aux gens qui nous écoutent, dans cette deuxième partie, on va parler du rang 15 à 1. Donc, en cette période de ranking, parce que Bob McKenzie a sorti sa liste, Pascal, tu as pu la consulter Oui. quand elle est sortie. Puis, l'engouement du repêchage commence, puis nous autres, ben, sur le site, on met de plus en plus de contenu concernant le repêchage. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter et sur Facebook, également sur le site web de toutsurlehockey.com, mais aussi sur le TSLH podcast, sur Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes. On va se concentrer beaucoup sur le contenu des espoirs pour le repêchage. Juste rappeler à ceux qui ont manqué la première partie, comment on fonctionne, c'est que on va nommer 3 joueurs, des blocs de 3 joueurs, à moi et à Pascal, parce qu'on a chacun nos listes. Puis après ça, on va discuter de nos choix, qu'est-ce qui nous a amené à placer ces joueurs-là à tel rang. Puis si je me fie à la première partie, Pascal, on devrait avoir des petites discussions sur des joueurs, comme je mentionnais, parce que moi, au numéro 15, j'ai un joueur que tu avais mis quand même loin dans la première partie du draft. Je pense que tu l'avais mis dans la vingtaine à peu près. Fait que je vais lancer le bal. Oui. Écoute, au 15e rang, j'ai placé Simon Robertson, un ailier droit qui joue en Suède présentement. Au 14e rang, j'ai Chaz Lucius, qui joue pour le programme américain des 18 ans et moins. Puis au 13e rang, c'est un joueur qui risque... En fait, c'est un joueur qui m'a déjà attiré mes premiers commentaires de haine sur les réseaux sociaux parce que je l'avais placé au 13e rang. Je rappelle que c'est mon premier ranking à vie. Puis on a starté ça fort avec le fait que j'ai placé Brent Clark au 13e rang. Je vais me lancer tout de suite avec Clark là, pour mettre les choses au clair. C'est que ce joueur-là, présentement, joue en Slovaquie. Et puis, cette ligue-là, Pascal, tu vas pouvoir le confirmer, je crois. Je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde pour ça, mais la ligue en Slovaquie où Clark joue, c'est un bon endormitoire là, pour nous qui regardent les matchs. Là. C'est un très bon endormitoire, comme tu as dit. Là, sérieusement, moi, j'aimais vraiment mieux écouter des shift by shift que des games au complet pour cette ligue-là, parce que sérieusement, une game au complet, quand t'as juste Clark que tu connais et que tu veux connaître, c'est lourd en maudit. Puis tu sais, tous les schémas en offensive c'est beaucoup de dump and chase, en fait. Sauf qu'un Clark est sa glace, là. Mais bon, bref. C'est pas physique pour 2 scènes. C'est très peu imaginatif au centre offensif. Donc, c'est sûr qu'un gars comme Clark qui joue là-dedans, il en ressort pas super bien. Mais, j'ai rien contre ton classement, sérieusement. Je l'ai pas si plus haut que toi. On va en parler dans le prochain bloc. Mais pourquoi tu l'as mis 13e? Hein? Vas-y, explique-nous ça. Ben, premièrement, je sais qu'il est classé très haut par plusieurs observateurs, mais je sais aussi que c'est basé sur des matchs l'an dernier, des matchs que j'ai pas nécessairement vus. Tu sais, j'ai regardé un match de Brent Clark l'année passée, puis c'est pas parce qu'on n'a pas accès, là, on y a accès avec Instat, mais je trouve ça important de voir la progression du joueur à son année de repêchage. Puis c'est très difficile de statuer de la progression d'un joueur quand il joue dans une ligue comme il joue présentement.
c'est le meilleur défenseur droitier là, de loin. Là, il y a beaucoup de défenseurs gauchers dans cette cohorte-là. Donc, Clark se démarque par le simple fait qu'il joue que c'est un droitier. C'est aussi niaiseux que ça. Puis, il y a des fortes chances parce que des défenseurs droitiers, Pascal, tu me l'as déjà dit, je suis ce que mon maître me dit dans le scouting. Les défenseurs droitiers de qualité au repêchage, c'est un petit peu plus rare que des défenseurs gauchers de qualité. Fait que je sais que Clark va sortir plus haut que ce que je l'ai présentement. Tu sais, moi, dans mes notes, là, ce que j'ai, là, c'est que c'est un gars qui fait des pivots quand même assez rapides. C'est difficile de le sortir du jeu quand on essaie de le déborder sur les ailes. Ça a pas l'air d'être un gars qui patine vite, mais pourtant, il est quand même assez rapide dans son exécution, dans ses changements de direction, il est smooth sur ses patins. Il y en a quelques-uns ces temps-ci qui critiquent un peu son patin, justement, sa technique de patin. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui me préoccupe particulièrement. La seule chose, en fait, qui me préoccupe plus dans le cas de Clark, c'est que j'ai vraiment l'impression parfois qu'il a les mains dans le béton. Puis ça, on s'en est déjà parlé, Pascal. On est plus ou moins en accord là-dessus parce que tu m'as envoyé plein de vidéos montrant que Clark a des mains, là, mais... Ouais, mais tu sais, mettons que je ressors toutes les fois qu'il était capable de faire des joues, j'étais juste sorti les succès, je t'ai pas sorti les négatifs. Tu sais, s'il y a 17 fois qu'il réussit à déjouer un joueur sur 30 matchs, mettons, là, mais qu'il y a 45 fois qu'il n'a pas réussi, tu sais, c'est sûr que je suis capable de te refaire sortir des open ice hits, même s'il y en a juste 3, tu vas faire, ouais, il est vraiment bon, mais non, s'il y en a juste 3 sur 30 matchs, ça veut pas dire qu'il est bon. Bref. Sélectionner le highlight que tu veux pour faire dire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que je trouve dans le cas de Clark, c'est que tu sais, c'est beaucoup des joues gauche-droite là, tu sais, qu'il va faire là. Puis, tu sais, il va les timer quand même bien, mais tu sais, c'est pas le meilleur. Il y a pas le meilleur maniement de rondelle. Puis, tu sais, ça reste un défenseur. Là. C'est pas, on n'a pas besoin qu'il ait des mains aussi sublimes, mettons, que n'importe quel attaquant. Mais, tu sais, la chose aussi que je trouve, c'est que, tu sais, il y a pas beaucoup de mains pour faire des déjoues. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être juste pas de poignet lorsque je regarde ses lancers au filet, là, parce que c'est un gars qui dirige beaucoup de rondelles. Puis j'ai remarqué les matchs que j'ai vus en Slovaquie, il dirige beaucoup de rondelles au filet, mais c'est des lancers peu puissants qui arrivent souvent dans le chest du goaler. Puis j'ai trouvé aussi que offensivement, dans son positionnement, c'est un défenseur qui reste souvent collé sur la bleue et la bande. Fait que quand, mettons, la transition se fait par le joueur de centre qui fait la sortie de zone au centre, je trouve que Clark se donne un petit délai de retard dans ce temps-là, dans une ligue que t'es pas supposé avoir du retard. T'sais. Mais tu sais, c'est des constats que j'ai faits dans des matchs. Là. Moi, je suis toujours des bémols par rapport au fait que c'est peut-être le timing, tu sais, tel match que j'ai regardé, il était comme ça, tu sais. Mais je m'attends à une progression, mettons, d'ici la fin de l'année. Là. T'as écouté des matchs du début de la saison ou de la fin ou les deux? J'ai pas écouté les 2 premiers matchs quand il est arrivé en Slovaquie de mémoire, mais écoute, j'ai les dates là, mais tu sais, je pense pas que pour les auditeurs, ça c'est important non, c'est les parce dates. que... Mais j'ai écouté, je pense que c'était le 3e match en Slovaquie, puis je n'ai regardé un 3 semaines après. Aussi. Mais j'ai regardé 7 matchs en tout, éparpillés sur la saison. Puis dans les 3 derniers que j'ai regardés, il y avait une bonne évolution pareille par rapport à la puissance de ses lancers, la précision, puis par rapport à son maniement de rondelle. Mais je pense que c'est plus, pas nécessairement ça vient peut-être pas nécessairement de son talent, plutôt de l'évaluation de son talent, mais plus de l'accoutumance avec la ligue. Parce que, tu sais, moi, je trouve aussi qu'il n'y a pas les meilleures mains du repêchage, mais il va surtout utiliser ses mains pour protéger la rondelle puis contourner les joueurs. C'est pas le genre de défenseur qui va traverser comme un attaquant le ferait, mettons, comme Fabian Roussel le ferait ou Kent Johnson, mettons, les attaquants. Plus haut dans le repêchage. Clark, c'est plus vraiment contourné. En fait, il me fait vraiment penser à Jeff Petrie. L'ancienne version de Jeff Petrie, quand il était avec les Oilers.
C'est un défenseur pas Jeff très... Petrin, là. Non, tu sais, le défenseur qui est un peu éparpillé. Tu vois qu'il y a beaucoup d'habiletés, mais il a pas encore tout mis ensemble. Là. La prise de maturité pour Clark va vraiment être importante, sérieusement, dans les prochaines années. Il est pas si loin de la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a quand même le physique, il y a la puissance, il y a le patin, mais il faut tout... Il est trop rough. Il est trop raw, qu'on dit. Là. C'est un diamant brut, ce gars-là. Il y a beaucoup de raffinement à faire pour qu'il soit un joueur professionnel en Amérique du Nord. Je pense que c'est un des joueurs qui a été plus affecté par le fait que la OHL a été annulée cette année. Je pense que ça aurait vraiment fait du bien à son jeu de jouer dans OHL, dans un environnement qu'il connaît un peu plus. Sinon, oui, c'est dans ce défenseur droitier que le monde va apprécier, mais il y a aussi le fait qu'il est un peu plus physique que les autres. Il est plus physique que Powers, que Hughes, que Edvinson, que Lembos. Peut-être pas Lembos, mais mettons Sheika, Svozil. Il est tout plus physique que le potentiel physique. L'année passée, dans la OHL, c'était vraiment plus éloquent que en Slovaquie. Parce qu'en Slovaquie, sérieusement, c'est assez lourd. Là. Il n'y a pas de jeu physique. Il n'y a même pas d'échec avant. C'est assez spécial. Mais il y a beaucoup d'outils, il faut garder ça en tête. Il y a beaucoup d'outils, mais il n'y a pas encore tout pour tout mettre dans le même paquet. Ben, tu sais, moi, je regarde, là, le premier match que j'ai regardé de Clark, c'était un match de l'an passé dans la OHL, puis je l'avais vraiment apprécié, mais je trouvais ça dur de le classer plus haut que ça présentement à cause du contexte, tu sais. Puis c'est vraiment une question de contexte. Clark, c'est possiblement En fait, je suis même pas capable de dire s'il va monter ou baisser parce que là, visiblement, la OHL, ça n'aura pas lieu cette année, donc on va devoir se contenter des matchs qu'il a joués en Slovaquie. Fait que j'en ai encore beaucoup à regarder là, pour Clark là, parce que si tu me dis qu'il y a eu une belle progression, ben je suis enchanté d'entendre ça parce qu'il y a des bonnes chances qu'il monte si je me fie à ce que tu me dis. Mais tu sais, pour l'instant, 13, je le voyais pas plus haut que ça parce que j'ai des joueurs que je préfère à lui. Puis parlant de joueurs que je préfère, ben je vais y aller avec les deux autres de mon bloc, Chaz Lucius puis Simon Robertson. Lucius, c'est un gars que je classais en première ronde en fonction des matchs que j'ai vus l'an passé, puis que j'ai regardé cette année, mais c'était des matchs de l'an passé. Puis malheureusement, il n'a pas débuté la saison, il était blessé. Puis là, tu me corrigeras si je me trompe, Pascal, mais c'est au genou qu'il s'est blessé? Si je me souviens bien, oui. Mais je peux pas te confirmer à 100%. C'était un cas mystérieux parce qu'on se demandait tous s'il allait jouer cette année, puis on est comme resté un peu dans le mystère, puis soudainement, Chaz Lucius a été annoncé comme étant de retour au jeu. On était bien contents, puis il a repris où il l'a laissé, là, fait que ça n'a pas été trop dur. T'sais, moi, sincèrement, je le plaçais vraiment dans le milieu de ma première ronde. Je l'ai revu jouer cette année, puis ça a été automatiquement 14e. Je le starte là, puis il y a des bonnes chances qu'il monte, là, mon petit Lucius. Puis Simon Robertson, c'est un espoir que j'aime bien. Tu l'as plus bas que moi, par contre. Là, mais, je l'ai 29e. Il me faisait beaucoup trop penser à Ulonen du Canadien de Montréal. Faisait beaucoup trop penser à ce joueur-là, mais je pense que je l'ai pas assez vu. Il faut que je sois plus concentré quand je le regarde. C'est une bonne comparaison, là, moi, je trouve. Là. Moi, ce que j'apprécie de son jeu, Robertson, là, c'est qu'il garde souvent son corps en mouvement. Ses épaules, sa tête, ses mains, ses pieds, ça se coordonne bien. Puis je trouve que ça permet de mêler l'adversaire, autant le défenseur que le gardien de but. En fait, on sait jamais quand est-ce qu'il va tirer. Tellement qu'il reste vraiment en mouvement. Puis, tu sais, c'est un gars qui a pas peur d'aller dans le trafic. Il va dans l'enclave. Puis, en plus, il a un bon tir. Fait qu'il est capable un peu partout d'aller chercher des occasions de marquer. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans son jeu. Puis, tout ça avec une mobilité pas loin d'être élite. En ligne droite, ce gars-là est très impressionnant. Puis, je pense qu'on l'a parlé dans l'ancien épisode. Dans l'autre épisode, c'est que il y a une capacité de prendre la vitesse en diagonale, en reculons, que je comprends pas comment il fait. Même, j'ai jamais vu McDavid faire ça même. Je le comparerais pas à McDavid, là. Mais en attendant la passe de son défenseur pour relancer l'attaque,
il y a une façon de faire qui garde le défenseur dans sa mire. Il réussit à prendre la vitesse de recul. C'est vraiment impressionnant, sérieusement. Là. Puis, je pense qu'il est trop bas dans ma liste. Puis il risque de monter, mais j'ai quand même vu 8 fois. Fait que je pense que je me casse trop la tête avec lui. Je pense que je sous-estime sa vision un peu trop. Ouais, mais moi, je te dirais que Robertson, je l'avais autour de... Je pense que c'était 20, là. Faut, moi, ça change quand même assez souvent au rythme de mes visionnements. Mais la raison pourquoi il a monté avant mon mid-season, mon ranking de mi-saison, c'est que j'ai vraiment apprécié sa transition à SHL. J'ai vraiment trouvé qu'il s'était démarqué dans les matchs que j'ai regardés de lui en SHL. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu, là, mais je trouvais qu'il était vraiment plus actif, il était impliqué physiquement. C'était un gars qui faisait beaucoup progresser le jeu. Puis c'est souvent quelque chose que je vais mentionner, que ce soit en podcast ou dans mes textes. J'aime quand le joueur fait progresser le jeu, que ses actions vont mener à d'autres actions, vont mener à des buts aussi, ou des occasions de marquer. Tu sais, il y a rien de plus sacrant quand on regarde un match de notre équipe favorite, qu'on voit un joueur que les jeux avortent quand la rondelle arrive sur sa palette. Puis Robertson, même à sa transition à SHL, le faisait très bien, tu sais. Je le sentais vraiment fort sur ses jambes aussi, là, tu sais. Il a brisé des plaqués pendant le match. Je te dis, Pascal, t'aurais aimé ça, là. Je sais que c'est une portion du jeu que t'apprécies beaucoup d'un joueur. Mais j'aime tellement ça. Ilonen, il a la capacité de le faire parce qu'il a vraiment des jambes fortes. Puis j'aime tellement ça quand un joueur fait ça. Mais c'est là que je trouve que la comparaison avec Ilonen est très bonne. Puis est-ce que Ilonen est un choix de premier tour? Non. Tu sais, on le sait, là, il a pas été repêché en premier. Mais tu sais, le type de joueur, c'est pas nécessairement un joueur qui pourrait sortir au premier tour. Mais dans un repêchage comme cette année, c'est possible. C'est possible, tu sais. Pas parce que le draft il est plus poche, mais parce que le talent il est vraiment plus comme dilué dans la cohorte première, deuxième ronde. Mais tu sais, en même temps, je serais quand même pas surpris que Robertson sorte en deuxième ronde. Mais tu sais, moi, de ce que j'ai vu, j'apprécie son jeu. Fait que je le vois assez bien en première ronde. Je l'ai peut-être haut un peu, je dois l'avouer, mais j'apprécie ses aptitudes. Il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont assez haut, là, entre le 15 puis le 10e rang, là, sérieusement. Okay. Il y a quand même pas mal de personnes, je me tourne de Dauber ou d'autres Twitter Scouts qui l'ont dans ces environs-là. Ouais, mais là, Dauber, ils ont Owen Power 9e, là. Fait que, tu sais, ouais, pas tout le monde, mais ouais. C'est un référent. Il y a tout le temps une ligne entre attirer du clic puis vraiment classer le joueur où tu penses qu'il est. C'est comme mon prochain. Est-ce que c'est pour attirer du clic? Peut-être. Tu vas le voir, tu vas pouvoir le vas-y donc, toi. J'adore tellement ce joueur-là. Mais tu sais, pour revenir un peu sur Lucius, on va en parler dans le prochain bloc, parce que moi, je l'ai dans le prochain bloc de toute façon. Donc, ouais, c'est ça. Moi, au 15e rang, tout de suite. Ouais. Au 15e rang, j'ai mon petit préféré de la séance. L'année passée, c'était Jan Mysak. Cette année, c'est Matthew Knies. Matthew Knies, probablement que le monde qui écoute vont faire « c'est qui ça? » C'est un ailier, surtout un ailier droit, gaucher. Il joue souvent hors l'aile. 6 pieds 2, 205 livres, qui joue dans la USHL pour Tri-City Storm, le Storm de Tri-City. Je l'ai regardé beaucoup jouer cette année. J'adore ce joueur-là. J'aime tout de lui. J'aime son gabarit, sa drive, sa vitesse, son tir qui est très sous-estimé. Selon moi, il n'y a pas une production incroyable. Il y a une bonne deuxième portion de saison. Il n'y a pas une production incroyable comme tous les joueurs de son équipe. C'est pas une équipe qui a produit beaucoup cette année. C'est une équipe qui a déçu au niveau de la production. Mais il faut tailler au-delà, un peu comme Simon Servant a dit concernant lui. Il faut tailler au-delà de sa production pour voir vraiment l'impact de ce joueur-là, parce que dans les 3 zones, il est super responsable, il se positionne bien. Il est tout le temps en face des opposants, il met de la pression, il va bloquer tout ce qu'il y a d'occasion de marquer ou de passes. Il est vraiment compétent là-dessus. Il a d'excellentes mains. Il est capable de
que ce soit contourner ou traverser un joueur, il est capable. J'ai vraiment hâte de partager mon profil détaillé avec une vidéo qui va vous montrer tout son talent. Je l'ai mis 15e dans mon classement. Il sortira pas 15e, sauf si un recruteur l'aime beaucoup là, dans l'équipe de la Ligue nationale de hockey. Là. Mais je le vois vraiment pas sortir de la première ronde, sérieusement. Malgré sa production, il y a trop de qualité qui crie le hockey professionnel pour pas être pris en première ronde, surtout dans une année que le scouting était un peu nébuleux. Il y a des joueurs qu'on n'a pas assez vus. Lui, on l'a vu beaucoup dans la USHL. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup et qu'on n'est pas sûr de leur profil. Donc, c'est ce genre de joueur-là qui a déjà à son âge un jeu pro. C'est le genre de joueur, d'après moi, que c'est moins risqué, donc risque peut-être d'être pris plus haut qu'il devrait, dans le fond, dans une autre année. C'est un des joueurs les plus vieux aussi, 17 octobre 2002, donc c'est un des joueurs les plus vieux de la séance. Mais à mes yeux, ça n'a pas d'impact. Je l'adore. Donc ensuite, au 14e rang, j'ai pris un autre de mes petits préférés. J'ai pris Pasta. J'ai pris Sacha Pastujov, qui joue pour le programme américain dans la USHL. Un des jeunes de la séance, 15 juillet 2003, 6 pieds 174 livres, selon la liste que j'ai pris en début d'année. Je l'ai vu un peu moins de 10 fois. Il joue surtout à gauche, mais il peut jouer à droite aussi. Je l'ai pas vu au centre. Si je me souviens bien, je pense que c'était Lucius qui jouait plus au centre. Bref, on en reviendra là-dessus. C'est un gars qui va être capable de diriger l'offensive, que ce soit par la passe ou en finissant un jeu lui-même. Il a tous les atouts pour le faire. Son plus gros défaut, c'est son patin. Il est très fluide. Il est capable de... Il a probablement les meilleures mains du repêchage, en fait. Là. J'adore sa paire de mains. Mais il traîne un piano des fois au niveau de l'explosion. Sa vitesse maximale est quand même assez appréciable. Mais pour son gabarit, il va vraiment falloir qu'il améliore sa vitesse. Et pas mal ça que je voulais dire. Ensuite, pour le 13e rang, j'ai Carson Lambos, un défenseur gaucher qui a joué en Finlande cette année, qui jouait l'année passée au Canada. J'ai probablement un défenseur qui va descendre d'ici la fin de l'année dans ma liste, mais parce qu'il n'y a pas de sexiness. C'est un défenseur très fiable qui fait bien progresser le jeu, comme tu le dis souvent. Il y a un potentiel de jeu physique chez lui, mais on l'a pas vu beaucoup en Finlande, parce qu'en Finlande, c'est serré, mais c'est pas super physique. Il y a de l'échec avant puis tout, mais c'est pas t'as pas de open ice hit, t'as pas de mise en échec de la hanche, rien qui se passe souvent, surtout dans la Sarga, dans le fond, dans le junior en Finlande, c'est un peu plate à regarder des fois, comparativement, mettons, au hockey canadien. Offensive, il est super bon, il a une très bonne mobilité aussi, mais il n'y a pas eu une grosse production cette année, donc ça a déçu pas mal de monde, puis il est descendu. Souvent l'année passée, on le voyait peut-être dans le top 10, mais là il descend. Donc ça m'étonnerait pas que je le mette autour du 18e rang, mettons, d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a des gars comme Nice ont monté, Pastujov, Lucius, après ça, Coronato, ce genre de joueurs-là, d'après moi, vont monter dans ma liste, mais lui, il y a plus de sujet à descendre. Voilà. Pastujov, je l'ai 32e dans mon mid-season, mais évidemment, depuis le dernier épisode, j'ai repris un peu, j'ai repris mes visionnements après quelques semaines de break, mais j'ai repris mes visionnements, puis Pastujov, il a monté, là. Il a monté pas mal. Puis pas juste parce que tu l'as haut, puis tu sais qu'on a des discussions, mettons, avec d'autres gens à propos du draft, mais vraiment parce que j'aime beaucoup. Je pense qu'au début, j'étais sévère un peu à son endroit à cause de son coup de patin. Puis je me suis juste ramené un peu sur ce que j'apprécie d'un joueur, soit la créativité offensive, la capacité de passer entre les défenseurs, puis d'être bon en espace rapproché, puis de pas faire avorter des jeux. Puis j'ai regardé le BioSteel All-American Game, et Pastujov, c'était un très, très, très bon match pour lui, là. Fait que je l'ai monté, Pastujov. Je te dirais pas où présentement, parce que ça peut tout le temps changer en fonction de mes visionnements, comme je le mentionnais tantôt. Mais il a quitté la cave.
Bon. Très d'accord avec ton ranking là, de 14, surtout c'est un gars qui est jeune, donc qui joue contre des joueurs plus vieux présentement, puis il se démarque vraiment beaucoup. Là. T'as vu la lumière. Ouais, exactement. Mais pour Matthew Knees, je vais devoir voir la lumière éventuellement. Parce que moi, je l'ai pas. Je l'ai pas dans mon top 32 présentement. Je l'ai au 39e rang, par contre. Puis je me suis mis un petit astérix là, comme de quoi que c'était possiblement un joueur qui pourrait grimper dans ma première ronde. Encore une fois, au BO Steel All-American Game, j'ai vraiment beaucoup aimé son jeu. Nice, il jouait pour l'équipe de la USHL parce que ce match-là, en fait, c'est les meilleurs de la USHL contre le programme national américain. Les U18 qui ont démoli les meilleurs joueurs de la USHL. Ça finit 7-1 de mémoire, 7-1. Et en plus de cohésion, hein, ils jouent ensemble depuis un bon bout. Ben, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, t'avais une équipe qui était gorgée de talent, mais aucune chimie, versus une équipe qui était gorgée de talent, beaucoup de chimie. Mais Nice a très bien paru dans le match. Puis j'ai vraiment apprécié. On dirait que j'ai peut-être un peu été paresseux envers lui. Tu sais, on en parle souvent avec Simon Servant, qu'on salue, on dirait qu'on dit son nom à tous les épisodes. Mais, mais c'est un il connaît ses affaires, Simon. Mais tu sais, c'est ça, il disait que Nice c'est peut-être un joueur qui est pas encore compris beaucoup. Puis moi, je me rentre dans cette gang-là. C'est un joueur que j'ai peut-être pas encore assez compris pour voir, tu sais, le potentiel d'un first rounder. Fait que j'ai des devoirs à faire pour Matthew Nice, que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça, au BO Steel. Fait que ça m'a comme un peu recrinqué à me dire, OK, je vais aller regarder des shift by shift de lui pour vraiment cibler ses talents individuels. Puis après ça, je vais le contextualiser dans des matchs. Puis on verra ce que ça va donner, mais possiblement qu'il pourra embarquer dans... Il y a moyen d'avoir des match-ups assez intéressants en plus dans USHL entre des équipes qui ont plusieurs prospects. C'est sûr que tu vas t'amuser. Exact. Puis pour Carson Lambos, j'en dirai pas plus parce que je vais en parler dans mon prochain bloc. Mais je peux y aller tout de suite en fait avec mon prochain bloc. Là. On est rendu au 12e rang. J'ai Nikita Chibrikov, un attaquant qui jouait en KHL normal, qui a joué en KHL, mais tu sais, qui s'est promené dans les ligues là, cette année en Russie. Et au 11e rang, j'ai Carson Lambos. Comme toi, tu l'as au 13e. Puis au 10e rang, un petit gardien de but suédois au nom de... ouais, exactement. Un petit gardien de but de 6 pieds 3, 214 livres. Qu'on appelle Jesper Wallstedt. Donc, je vais y aller immédiatement avec Lambos parce que on en a parlé dans ton dernier bloc. Lambos, moi aussi, je crois qu'il va descendre dans mon ranking. On dirait qu'en début de saison, je le voyais comme vraiment un excellent distributeur de rondelles, des sauceurs par-dessus sauceurs, très, très, très smooth. Puis avec vraiment une belle vision. Tu sais, c'était pas des sauceurs pour montrer que tu es capable de faire des sauceurs. C'était des passes levées. Puis c'était vraiment un bon moment pour les faire. J'appréciais beaucoup. Mais on dirait que plus la saison avançait, plus je trouvais qu'il était un peu beige comme défenseur. Là, tu sais, moi, je le trouve pas si physique que ça. Tu sais, oui, il est habile avec la rondelle, mais il a tendance à partir un peu tard de la zone, dans le fond, lorsque l'équipe adverse est en contre-attaque. Puis son explosion arrière est pas top. Fait que souvent, il est en rattrapage quand l'équipe adverse amorçait sa contre-attaque. Fait que j'ai trouvé des petites lacunes là-dessus. Là. Je dirais que, encore une fois, c'est peut-être une question de match, là, mais je me suis noté ici que je disais que le match d'avant que j'avais regardé, je trouvais qu'il y avait une belle patience à la ligne bleue adverse, mais parfois il faisait des feintes de trop, ça peut venir dangereux pour le surnombre, puis qu'il était pas toujours conscient du nombre de joueurs derrière lui. Fait que
cette lacune-là, quand on l'additionne au fait que son explosion arrière est pas super bonne puis qu'il quitte la zone parfois tardivement, ben je trouvais que dans une ligue où c'est pas excessivement rapide, ça lui nuit beaucoup, mettons. Puis, tu sais, il y a un manque de progression un peu là, dans toute sa saison. Il y a un petit manque de progression qui est un peu alarmant, qui, selon moi, va faire en sorte qu'il va descendre un peu. Là. En plus, il jouera pas dans le... Il jouera pas dans le U20, dans le U18, dans le fond, dans le tournoi. Ouais, il sera pas là. On dit que cette année, puis il s'est blessé pour le restant de la saison. Fait que là, je crois que c'est pour le restant de la saison, donc on le verra plus. Non, fait que ça va vraiment impacter son classement, selon moi. Là. C'est ça. Puis tu vois les observations un peu plus négatives que j'ai faites de lui, c'était dans mes matchs plus avancés dans la saison. Puis tu sais, ça reste quand même un défenseur qui joue une game clean en possession de rondelles. Il y a un bon tir du poignet. Fait que offensivement, il y a quand même des aptitudes intéressantes. Là, c'est un défenseur de première ronde. Là, pour cette année, là, je pense que il va sortir en première ronde, mais peut-être pas aussi de bonheur que je l'ai mis pour la mi-saison présentement. Si mettons on compare à des joueurs contre à des joueurs comme mettons Barons puis Urchak puis d'autres défenseurs, mais il risque de sortir un peu avant à cause de son gabarit puis le fait que qui est quand même bon là. Mais moi je le vois plus pris par une équipe qui a plusieurs choix de première ronde là, comme Columbus pourrait peut-être le sélectionner ou une affaire de même. Ouais, sinon du côté de Nikita Cherbrikov, c'est un attaquant que j'ai appris à connaître dans la Karjala Cup. Puis au début, j'avais un peu de misère à cibler vraiment là quel type de joueur il était. Au début, je le voyais presque pas dans ma première ronde. Jusqu'à temps que je regarde des matchs là vraiment plus de cette année où son potentiel offensif a vraiment sorti, mais c'est vraiment aussi son potentiel général. C'est un gars qui fait pas mal tout de bien sur la patinoire. Il est impliqué dans le trafic. Il s'en va souvent devant le filet. Et puis il est très efficace aussi devant le filet. C'est un gars qui possède un bon tir. Il a vraiment une belle patience aussi avec la rondelle. C'est un gars qui récupère aussi beaucoup de rondelles dans la zone défensive. Fait que c'est vraiment un gars qui est capable de jouer sur l'entièreté de la patinoire. C'est un gars qui est aussi capable de jouer physique, mais c'est un gars, tu sais où est-ce que je m'en vais, Pascal? Oui. C'est un gars qui pourrait se faire tuer dans un match en Amérique du Nord. On est passé proche de la catastrophe à quelques reprises cette année. Il va falloir qu'il améliore vraiment beaucoup sa capacité à anticiper les mises en échec adverses puis à mieux choisir ses trajectoires d'attaque parce que s'il se garde la tête encore basse de même, il va se faire tuer. Ouais, c'est la note principale que je me suis mis dans le dossier, dans son dossier, c'est-à-dire que excellent marqueur, très polyvalent en offensive, impliqué dans le jeu, rapide, mais patine avec la tête entre les deux jambes. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que ses adversaires ont juste été gentils. Ils auraient pu le démolir à grands coups d'épaule dans le chest puis dans la tête. Donc, va vraiment falloir qu'il améliore ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que possiblement il va dropper dans ma liste. Mais il y a toutes les habilités pour être pris très haut au repêchage. Ça va vraiment dépendre du recruteur, des recruteurs des équipes. Dans le fond, comme l'année passée, il y a eu quelques surprises. Mais lui, il pourrait être une genre de surprise même aussitôt que le 11, 12, 13e rang, là, comme dans ta liste. Mais moi, je le mets un peu plus bas parce que ça me fait peur, ce genre de joueur-là qui risque de se faire arracher la tête là, à tout moment dans un match en Amérique du Nord. Ben, il va prendre la maturité, probablement que ça va être correct. Là. Mais watch out, le kid. Puis toi, Pascal, mettons dans ton bloc là, de 12 à 10, as-tu Wallston de placer dans ce coin-là? Ben oui, je l'ai 11e. Ouais, ok, ben garde. Shoot-nous tes 3 choix, puis on parlera du gardien suédois en même temps quand tu nous auras dévoilé tes choix. Le 12e rang, j'ai Chaz Lucius
Tu l'avais un peu plus bas, je crois, de 13 Ouais, ou 14e. 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 Pas mal dans les mêmes ranges. Ouais, c'est le nom le plus cool du repêchage, selon moi. Sérieusement. Il y a un frère qui s'appelle Cruz Lucius. Donc, un autre candidat à un prochain repêchage assez cool. Joueur complet en offensive et en défensive. Droitier, 6 pieds 172 livres. Né en mai 2003. Donc, écoutez, c'est un très bon joueur de hockey. Il est vraiment polyvalent. Il n'y a rien à dire de négatif sur ce joueur-là. Excepté le fait qu'il va falloir juste qu'il continue sa progression. J'ai vu 6 fois à date. J'ai hâte de le voir un peu plus. Je vais m'écouter des games de cette équipe-là dans le fond du programme américain dans les prochaines semaines là, pour avoir une meilleure idée de son talent. Mais je suis pas mal sûr qu'il va rester dans ce range-là d'ici la fin de l'année. Là. Ensuite, un peu comme, dans le fond, je l'ai mis 12e, mais un peu comme Jack Quinn l'année passée. Ça se pourrait très bien qu'il sorte entre le 5 et le 10e, selon moi, dans un repêchage, à cause de la polyvalence de son talent. Bref. 11e, j'espère. Vas-y. Bon. Ben, avant qu'on saute à Wallstead, on va closer le dossier de Lucius avec une question que j'aimerais ça te poser. On a eu la discussion en privé, mais on n'a pas nécessairement élaboré trop cette question-là. Est-ce que tu vois Chaz Lucius comme un des meilleurs marqueurs de but de ce repêchage? Oui, tu sais, il est plus poteur, il est plus marqueur, mettons, que Pastujov. Peut-être même plus que Eklund. Eklund est un très bon marqueur de but, mais je vois plus au niveau de la vision du jeu. Sa qualité tu vois, je suis d'accord avec ça, moi. Puis Eklund, je l'apprécie vraiment beaucoup. Mais je pense que Lucius est capable d'aller chercher des buts un peu partout. Puis je pense qu'il possède un meilleur tir que Eklund. Je pense aussi. Puis, tu sais, on reviendra. Ouais. Oui, on va revenir. C'est au niveau du release aussi. Dans le fond, Lucius est vraiment capable d'utiliser les écrans. Tu sais, les tirs voilés, là, il est vraiment bon, mais il utilise pas juste l'écran devant lui. Il change vraiment efficacement l'angle de son tir juste avant de tirer. Il fait des petits mouvements de ses poignets pour être capable d'aller chercher la puissance, mais aussi de changer l'angle pour mêler le gardien de but. Fait que il est vraiment bon là-dessus. Je suis d'accord avec toi que c'est un des meilleurs marqueurs selon moi de la séance. Ouais, puis tu sais, c'est ça, on va en revenir parce que il y a plusieurs buteurs qui s'en viennent dans notre haut de liste. Mais j'étais curieux de t'entendre sur Lucius parce que j'ai lu quelques articles justement sur tu sais, les meilleurs marqueurs de but du prochain repêchage. Puis j'ai vu Simon Robertson, entre autres, je pense que c'était The Hockey Writers qui avait mis Robertson dans les meilleurs tirs, meilleurs buteurs du draft. J'étais pas particulièrement en désaccord, mais je trouvais que Lucius méritait beaucoup plus sa place. Puis il était pas considéré ben. Fait que c'est pour ça que je voulais voir avec toi. J'étais curieux. Moi, je le placerais quasiment dans mon top 5 des meilleurs buteurs, moi, du draft avec un certain Logan Stankoven qu'on a pas particulièrement parlé parce qu'au moment de faire notre mid-season, il avait pas joué encore, je pense. C'est ça. On l'avait pas. Il y avait pas encore, on n'avait pas encore fait de visionnement lui de cette année, donc ça servait à rien de le classer. C'est un peu malhonnête de classer un joueur qu'on n'a pas encore vu comparativement aux autres. Lucius, Gunther, Sillinger, il y en a beaucoup là, des très bons marqueurs de but. On va en parler un peu plus tard. 11e, j'ai Wallstead, puis 10e, j'ai Brent Clark. J'ai mis Brent Clark 10e pour mon part parce que je vois vraiment qu'il y a un potentiel là, ce défenseur-là. Et il risque de sortir plus haut. Donc, je l'ai mis 10e. Je trouvais que c'était un bon compromis. J'avais de la difficulté à faire dropper plus que ça, mais tu sais, avec Lucius, Pastujov puis Nyes, ça se pourrait très bien qu'il droppe encore dans mon classement, mais il est droitier, tu sais, il a une bonne mobilité, même s'il est un peu éparpillé, là. Dans le fond, il y a beaucoup de pertes, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pertes d'énergie dans ses mouvements de son corps, mais aussi dans ses mouvements sur la patinoire. Tu sais, des fois, il est un peu comme Puljujarvi hier en échappé, là. Ouais. Il bouge. C'est quelque chose, tu sais. Comme Kotkaniemi. Comme Kotkaniemi. Même après Kotkaniemi. C'est des techniques de patin que j'appellerais comme des, je sais pas le terme exact, là, mais tu sais, ceux qui font du canot, là.
ils ont tout le temps les bras qui bougent. Ouais, c'est ça. Mais c'est une dépense d'énergie. Ouais, c'est ça, mais moi, je trouve tellement que c'est une dépense énergétique difficile, puis plus exigeante, que j'aime pas tant ça que ça. Là. C'est ça. Il va falloir qu'il travaille sur un peu tout. Bon, si on veut revenir sur Jesper Wallstedt, écoute, j'ai écouté 5 matchs de cette défense, de ce goaler-là. Je suis pas un as des gardiens de but, mais tu sais, je suis capable de voir qu'un gardien est bon. Puis il est bon. Il est très bon. Je pense qu'il a joué 22 matchs cette année dans la SHL. Il a pas les meilleurs stats, puis il a pas la meilleure équipe devant lui. L'ULA, je pense pas que c'est une incroyable équipe. On le voit aussitôt que le premier rang chez certains observateurs, toute là dans la saison, il y en a qui le mettaient au premier rang parce qu'ils pensaient que c'était le seul joueur de franchise potentielle du repêchage. Donc, je comprenais leur façon de voir. Si tu le considères comme un gardien franchise, puis aucun autre joueur de la séance que tu considères comme des joueurs de franchise, je peux comprendre que tu le mettes premier. Mais moi, si j'ai premier rang puis je repêche Wallstedt, je vais avoir peur des partisans dans pas long. Surtout si c'est un gros marché, là. Imagine-toi, Buffalo prend Wallstedt au premier rang. Là, je serais fâché à la place des partisans. Détroit, je pourrais comprendre. Parce qu'ils n'en ont pas d'incroyable dans leur ils ont Ben Nard, je pense, je me souviens bien. Mais ils n'ont pas d'incroyable goalers dans leur banque de prospects. Ils ont ils ont des bons défenseurs, des bons avants, mais ils n'ont pas de gardiens. Ça m'étonnerait pas, genre. Mais là, de le prendre pour Buffalo, mettons, là, je serais fâché. Mais bref, je pense que 11e, comme je l'ai, c'est un bon compromis. Mais attendez-vous à ce qu'il sorte entre le 5 et le 10. C'est un candidat, Wallstedt, à sortir beaucoup plus haut dans un mock draft que dans un ranking, mettons. C'est vrai, c'est très vrai. T'as absolument raison. Parce que, tu sais, moi, Wallstedt, je le place pas supérieur. Puis là, je prévois, puis là, je veux pas faire de promesses en l'air, là, mais je prévois faire un genre de texte comparatif pour vraiment situer Wallstedt, Knight et Askarov, qui sont pas mal le triumvirat des gardiens dans les derniers repêchages. Là. On s'entend que c'est pas mal ce qu'il y a de plus élite comme gardien dans les dernières années. Puis rapidement comme ça, moi, Wallstedt, je le mets en bas de Knight et d'Askarov. Okay. Mais mon opinion actuelle est basée sur la saison cette année puis de ce que j'ai vu présentement. Fait que j'ai pas de comparatif à faire avec Knight à son année de repêchage puis Askarov à son année de repêchage. Puis c'est ça que je veux faire pour un texte. C'est vraiment de regarder, parce qu'avec Instat, on a accès. Fait que c'est vraiment d'aller regarder des matchs de leur année repêchage pour voir vraiment tu sais, Wallstedt, il se situe où par rapport à ça? Fait que, pour l'instant, j'ai de la misère à le mettre plus haut parce qu'il y a des joueurs que je préfère beaucoup plus à lui. Mais, comme je dis, je serais pas surpris que dans un mock draft, il sorte dans le top 5. Vraiment pas. Tu sais, c'est un gardien qui a une technique excessivement belle, un beau style classique qui calcule tout le temps à la fraction de seconde ses déplacements, là. C'est un gars qui se laisse frapper par la rondelle. C'est pas lui qui va courir après la rondelle pour aller la chasser, dans le fond. Il va se laisser vraiment frapper dans son déplacement. Il va rester gros devant son filet. Il a une bonne mitaine. Il a un bon tracking aussi de la rondelle. Il est capable de suivre très bien la rondelle. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup d'un gardien, c'est la capacité d'un gardien à toujours garder le logo devant la rondelle. Fait que quand on dit de se laisser frapper par la rondelle, ben c'est ça, tu sais. Des fois, il y a des gardiens qui vont préférer, tu sais, tricher un peu, puis parce qu'ils ont une bonne mitaine, tu sais, ils vont y aller avec la mitaine, mais Wallstedt, lui, va toujours se concentrer à garder son logo devant la rondelle, puis il le fait très bien. Puis j'ai bien apprécié. Ben ouais, c'est ça. C'est un bon mur, surtout que c'est écrit dans son nom de famille. Fait que je sais pas si c'était ça le gag que tu voulais apporter, Pascal. Non, même pas. Il y a Wall, puis il y a Steady dans son. C'était un Wall Steady dans son. C'est malade. J'avais même pas catché. C'est ça être un père. C'est ça être un père. Tu fais des jokes de mots sans t'en apercevoir. Exactement. On est tellement habitué de faire des dad jokes que ça vient tout seul.
Mais Au championnat mondial junior, tu l'as trouvé comment? Tu l'as trouvé comment, toi, Pascal, au championnat junior? il a joué, je pense, 2 matchs, ça se peut-tu? C'est lui qui a Ouais, joué 2 à peu matchs? près, ouais. Moi, je Il a l'ai vu joué juste 2 un matchs. match, là. Je n'ai manqué un, moi, mais j'ai juste vu un match. Tu sais, si je compare Askarov à lui, mettons, Knight, je le connais pas mal moins que ces deux-là. Askarov, je le trouve vraiment plus nerveux devant son net. Pas mal plus typique russe, Askarov, puis Wallstead est vraiment typiquement suédois, comme Pekariné un petit peu. Tu sais, Pekariné, c'est un mur. Tu sais, oui, il va avoir des... Si, mettons, on compare René, mettons, à Price est pas mal plus steady, il est pas mal moins nerveux que René, des fois, il est un peu non-orthodoxe. Mais Wallstead, vraiment, c'est un mur devant son net. Il n'y a pas de mouvement exagéré comparativement à Askarov, qui va être un peu plus athlétique, mettons. Pas comme Marc-André Fleury, mettons, c'est vraiment l'extrême. Là. Mais Askarov, il y a beaucoup de mouvements qu'il fait qu'il ne devrait pas faire, puis qu'il se base beaucoup sur ses réflexes, puis sur son athlétisme, seulement sa souplesse, pour faire les arrêts. Fait que des fois, Askarov, il est moins fiable, ou moins constant que Wallstead. Les 5 matchs que j'ai regardé Wallstead, il n'y a aucun lancer qui l'ont battu, qui était un clean shot. Aucun. Il y avait 100% d'arrêt, parce que après notre épisode avec Joe, l'expert des gardiens de but, là, qui nous a montré un modèle, je me suis amusé. J'ai regardé tous les tirs de Wallstead durant 5 matchs en plein milieu de la saison. Je me suis dit, OK, je note lequel était high danger, medium danger, puis low danger. À low danger, il y avait 100% d'arrêt. Medium danger, c'était 97 ou 96%. High danger, c'était 88%, ce qui est encore une fois excessivement bon, parce que je me sens qu'il avait dit que c'était autour de 75-80% de high danger, donc qui était vraiment bon. Puis lui, il était encore au-delà de ça. J'ai regardé d'autres des gardiens de but, dont Sébastien Cossa, puis Tristan Lennox, puis il est sur classe. Cossa, il est bon, mais Wallstead, il est une coche au-dessus. C'est pas pour rien qu'il a joué dans la meilleure ligue de Suède. C'est un très, très bon gardien de but, sérieusement. Là. Donc, je le vois très bien sortir très haut. Là. Askarov est bon, mais probablement qu'il a un potentiel plus élite, mettons. Mais je pense que Wallstead va plaire à une organisation qui cherche de quoi de fiable. Puis avec un gabarit quand même assez appréciable, avec 6 pieds 3. Là. Mais c'est comme ça que je le vois. Moi, je viserais vraiment Détroit ou Columbus là, dans le top 10 là, pour le prochain repêchage. Selon moi, on peut pas vraiment se tromper avec ces deux équipes-là pour dire que ça va être des cibles potentielles. 9e rang, de mon côté, j'ai un joueur qui va être assurément plus haut que ce que j'ai à mon mid-season. D'ailleurs, il a déjà remonté avec son début de saison au sein des Oil Kings d'Edmonton. J'ai Dylan Guenther, que je fais mon mea culpa. Il était bas là, dans mon mid-season. Clairement, il va monter. Je vous confirme que présentement, il est plus haut. Mais au moment de faire ma liste à la mi-mars, il était 9e. Après ça, au 8e rang, j'ai Cole Sillinger qui s'est affilié avec Sioux Falls dans la USHL, puis qui va y rester pour la saison au complet. Puis au 7e rang, j'ai Fabian Lysell qui joue pour Frölunda en Suède. Du côté de Sillinger puis Guenther, c'est deux joueurs que ils risquent de rester collés dans mon ranking. J'ai de la misère. On dirait que les deux viennent ensemble. On dirait que les deux, c'est des bons marqueurs de but. On en parlait tout à l'heure. Au niveau des meilleurs marqueurs de but dans ce repêchage-là, à mon avis, c'est Guenther qui l'est. Puis son début de saison en WHL le prouve assez bien. Sauf que la raison pourquoi je préfère Sillinger, c'est que Guenther, j'ai parfois tendance à me dire qu'il est très bon sur le flanc pour prendre des one-timers en power play, mais je préfère le jeu général de Sillinger qui va provoquer ses chances de marquer et non attendre
après les chances de marquer, ce que Gunther est un peu plus, à mon avis. Mais tu sais, ça a le temps de changer d'ici à la fin de l'année, là. Mais tu sais, je l'ai vu au BioSteel, là, Sillinger, là, un train. Ça, et puis je trouvais ça drôle parce que tu sais sur Twitter, tu sais on dirait c'était comme une surprise que Sillinger soit aussi physique, mais tu sais c'en est pas une, là. C'est vraiment un joueur qui est vraiment physique. Euh, il est très 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 impliqué dans le jeu. Euh, Puis c'est un gars, tu sais, je le mentionne souvent, là, je l'ai dit tantôt encore une fois, là, mais moi, un gars là, qui est capable de se frayer un chemin entre deux défenseurs avec une belle feinte, puis garder sa vitesse d'exécution pour rentrer au filet, là, j'adore ça. Je suis moins du type débordé. Mettons comme un gars comme Coronato fait plus souvent. Un autre gars qui est un excellent buteur d'ailleurs là, dans ce repêchage-là. Mais Coronato, c'est le genre de gars qui va essayer plus de déborder de ce que j'ai pu observer des matchs que j'ai vus. Sillinger, lui, il va rentrer dans le trafic. Il va rentrer au travers, puis moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Coronato, il adore ça, ralentir le jeu aussi, contrairement à Sillinger, que lui, il fonce. C'est l'une des des grosses différences entre les deux. Écoute, on a un match pour les trois. J'ai pas dans la même classement, sauf pour Sillinger. Sillinger, je l'ai 8e, mais j'ai Gunther 7e, puis Luchel 9e. Écoute, c'est notre premier bloc de 3. Ben, tu sais, c'est normal que dans le top 10, ça soit plus rapproché. Ouais. Ouais, là, c'est ça. Ça va se rapprocher c'est beaucoup. 3. Sinon, il y a un problème. C'est 3 joueurs assez différents, surtout Luchel, là, comparativement aux deux autres. Sillinger, moi, je trouve que c'est lui le meilleur marqueur de la séance. Gunther, c'est le plus dangereux proche du gardien de but au niveau de ses mains, la précision de son tir. Il est capable, il a 1 pouce de jeu, puis il est capable de la mettre top net. Là. Il est vraiment dangereux pour déjouer le gardien de but ou les défenseurs. Mais Sillinger, de loin, je trouve qu'il y a un peu plus de misère, sauf sur ses one-timers, ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de misère que Sillinger. Sillinger, du haut du cercle de mise en jeu, il est capable de battre n'importe quel gardien avec un tir précis puis puissant avec un élan sec. Donc, je trouve que c'est 2 marqueurs vraiment différents. 2 joueurs similaires, mais quand même différents aussi. Je pense aussi que Sillinger, c'est un des gars les plus physiques de la séance, même si c'est un gars pas mal plus offensif que la majorité, là, mais c'est un chien. Il est vraiment là, il va en ligne droite, il est capable aussi d'aller est-ouest. Il est très complet. Je l'ai 8e, là, mais ça m'étonnerait pas pantoute qu'il soit plus haut que ça, encore plus haut que ça dans mon prochain ranking, puisque j'adore ce joueur-là. Je l'ai vu juste 6 fois, puis je veux au moins doubler le nombre de fois que je l'ai vu. Donc, je vais l'analyser à fond pour mes vidéos, mon profil de ce joueur-là. Gunther, il est moins complet. Je crois que Sillinger, au niveau de des fois, il se laisse glisser en défensive, contrairement à Sillinger, qui est tout le temps à fond. Et pour Luchel, c'est le marchand de vitesse. C'est le Seth Jarvis de cette année. C'est comme ça que je l'ai présenté à notre collègue Larchie, à Max. Donc, c'est vraiment le Seth Jarvis de cette année, ultra dynamique, qui peut faire un peu ce qu'il veut avec la rondelle, mais écoutez, la rapidité de ce gars-là est vraiment impressionnante. Pourquoi il est 9e, mais pas plus haut que ça? C'est parce que dans la nationale, il était vraiment plate à regarder. Il n'utilisait pas ses atouts. On dirait qu'il se voyait plus haut que ça. Puis quand il est arrivé dans SHL, la plus haute ligue en Suède, wow, quel joueur de hockey. Il joue pas beaucoup, mais quand il est sur la glace, ça paraît. Puis pour un jeune de cet âge-là, c'est impressionnant à voir. D'être capable de patiner autant, d'être impliqué en défensive, en offensive, dans la zone neutre, j'ai vraiment apprécié ça. Mais tout ce que j'ai vu en national m'a fait peur un peu. C'est pour ça que je l'ai juste 9e. Mais 9e, c'est très bon pour ce genre de joueur-là. 5-10, 176 livres. C'est pas un gars physique pantoute. Je l'ai vu 8 fois, mais c'est le potentiel que ce gars-là présente est très intéressant. Il n'y a pas le meilleur des tirs, mais il est très précis. Mais c'est la rapidité de ce qu'il fait, puis capable de process la game, en fond, d'analyser la game, de faire tout ce qu'il veut à haute vitesse. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Lucelle, c'est le genre de joueur qui voit la game en mode accéléré. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps sur le fast-forward, puis il est capable de réaliser ses feintes. Tu sais, on dit que Lucelle, il est rapide. Il est pas juste rapide sur patin, hein, il est rapide dans la tête. Là. Ouais, c'est ça. Il est vraiment capable d'observer ses options rapidement, de faire ses feintes rapidement, tout ça en gardant la même vitesse de patin. C'est ça qui est impressionnant, tu sais, de Lucelle. Puis moi, ce que j'ai remarqué par contre, puis c'est des constats que j'ai faits dans la nationale, justement, c'est que je me suis noté qu'il y avait une bonne explosion, une bonne vitesse, mais quand il arrivait à sa vitesse maximale, il perdait pied dans ses virages. Il manquait un petit peu d'équilibre, je trouvais, dans son patin. Puis c'est un constat que j'ai fait vraiment plus dans la nationale, parce que tu vois, c'était un match vraiment de début de saison. Puis un mois plus tard, je regardais un match puis je trouvais déjà que ça s'était amélioré. Fait que tu sais, c'était juste un petit red flag là, tu sais, d'un match parce que j'ai pas revu de problématiques à ce niveau-là. Fait que ça, il s'est amélioré, c'est une bonne chose. Je trouve vraiment que Lucelle, il est très bon pour se camoufler dans la défensive adverse. Puis sans t'en attendre, il va sortir, se démarquer pour se placer pour un but. Il est dangereux, tu vraiment. vas le perdre. Ben, c'est ça, autour du filet, là, tu vas le perdre de vue momentanément. Puis à un moment donné, il va sortir, se libérer pour une passe, puis il va être capable de la mettre dedans. Puis vraiment en SHL, comme tu disais, il a pas joué beaucoup, mais la ligue est plus rapide. Il suivait la cadence, puis en plus de ça, il était encore capable de réaliser ses feintes à pleine vitesse. Fait que tu sais, des fois, je trouvais qu'il était pressé de tirer au filet, mais je mettrais plus ça sur le dos de la confiance. Parce que ce qu'il démontrait, c'est qu'il était capable là, de rentrer au filet, puis il était capable de percer les défenseurs adverses, mais si je me trompe pas, c'était son premier ou deuxième match en SHL que j'ai regardé. Fait que je pense vraiment que c'est plus une question de confiance de dire, tu sais, il arrivait dans le haut des cercles de mise en jeu, puis au lieu de maintenir sa vitesse d'exécution, ben il tirait au filet. Ouais. Je trouvais qu'il pouvait se permettre de garder la rondelle, mais comme je dis, je pense que c'est plus une question de confiance. Son tir, un peu comme Gunther, son tir est vraiment plus efficace quand il est proche du gardien. Donc ça va venir avec, ça va venir avec le temps puis avec la prise de masse. Là, ça devrait être correct. Là. Exact. Puis tu sais, c'est là que je m'en allais justement au niveau de Gunther, parce que tu disais que devant le filet, c'était vraiment impressionnant comment il est efficace. Puis je vais te lire intégralement la note que j'ai pris. Puis je pense que tu t'as dit exactement les mêmes termes. Fait que je suis quand même content de voir que j'ai observé la même chose. Je disais qu'il était un peu nonchalant sur ses passes des fois. Mais que c'est pas juste un marqueur de but avec son tir de loin, au sens où il peut marquer partout, mais surtout en avant du filet. Ouais. Fait que ça, on se cachera pas, là, Pascal. Les buts dans la Ligue nationale, ça se marque où? En majorité. En avant du filet avec les défenseurs qui donnent des coups sur tes mollets. Exactement. Puis, Sillinger, c'est un peu la même chose dans le sens qu'il va dans le trafic et est capable d'aller dans ce slot ramasser des gros buts. Fait que si je peux m'avancer avec des projections, là, puis je suis pas un grand fan de projections, mais Gunther et Sillinger, je pense que ça pourrait être des joueurs qui pourraient arriver dans la Ligue nationale quand même assez rapidement. Oui. Avec ce qu'ils peuvent offrir, puis avec leur gabarit, puis ils jouent une game déjà quand même assez pro. Fait que je vois, je les ai pas si haut considérant leur potentiel puis leur upside. Là. Fait que c'est pour ça que je mentionne que ils vont monter. D'ici la fin de l'année, là, ils vont monter. Mais tu sais, ils sont plus près, mettons, que Lucelle. Pas mal plus près de la Ligue nationale de hockey que Lucelle. Oui, exact. Lucelle, je l'aime beaucoup. Très beau potentiel. Mais d'ici mon ranking final, je vais préférer d'autres joueurs. Donc, c'est sûr qu'il va descendre, Lucelle. Puis pas parce que je l'aime pas, c'est que je vais préférer d'autres joueurs. Je suis pas mal sûr que ça. Je suis pas mal sûr de ça. C'est ça. Même affaire pour moi. Puis tu sais, au niveau de la Ligue nationale de hockey, gardez en tête que c'est pas parce que Lucelle va le faire, mettons, dans 3 ans, comparativement à Gunther, qui pourrait la faire dans 2 ans, puis Sillinger aussi. Pas à cause de ça qui est moins bon, c'est juste que il est moins mature. Vraiment moins mature, puis sa game est pas aussi pro. Même s'il joue dans SHL. C'est ça.
Exact. Je te laisse y aller avec les rangs 6, 5 et 4. On rentre dans le top 5, Pascal. Ouais. Fait que je te laisse l'honneur de commencer. Dans le vif du sujet. Au 6e rang, j'ai Simon Edvinson, le premier profil détaillé que j'ai fait. Non, c'est Ben Yers, le premier profil détaillé. C'est le deuxième profil détaillé que j'ai fait cette année, en janvier. J'ai pris une grosse pause jusqu'en avril, mais bon, bref. Défenseur suédois. Le genre de défenseur qu'il faut se concentrer sur son potentiel, non pas nécessairement sur ce qu'on voit en ce moment. Il est très bon en défensive, ultra mobile, sérieusement. Des mains incroyables, mais pas beaucoup de production. Puis c'est une des raisons pourquoi probablement qu'il va baisser un peu dans mon ranking. Il y a un petit peu il y a un manque de progression au cours de l'année qui m'énerve un petit peu. Je l'ai vu 9 fois quand même dans toutes les ligues dans lesquelles il a joué. Mais il manque de quoi, là. Il a manqué quelque chose qui fait en sorte que j'ai un peu éteint en son cas. Mais il va sortir haut. C'est sûr qu'il sort dans le top 10. À un certain moment de l'année, je me disais qu'il pourrait peut-être même sortir premier puis se battre un peu avec mon premier choix cette année. Mais bon, bref, on en reparlera. Ensuite, 5e rang, j'ai ton petit préféré, je crois, William Eklund, le coéquipier de Alexander Holtz des Devils de New Jersey, qui a produit toute l'année, qui a été vraiment impressionnant toute l'année dans SHL. C'est une des raisons pourquoi il est en haut de Lucelle dans mon classement. Un joueur très polyvalent. J'aime mieux sa façon de créer des jeux que sa façon de marquer, là. Mais encore une fois, on va en reparler. Et au 4e rang, j'ai Kent Johnson de la NCAA. Donc, mon premier des Wolverines du Michigan, mon premier des 3 que j'ai dans mon classement. Donc, vous devinerez que les 2 prochains sont dans mon top 3. C'était un petit Patrick Kane, si vous voulez, là, un gars qui a des mains incroyables, une bonne rapidité, pas le plus explosif, là, mais il a une bonne rapidité. Il voit tout sur la glace, il est capable de faire des passes que tu pensais même pas que quelqu'un aurait vu ce jeu-là. Ce qui est le plus impressionnant dans son jeu, c'est tous les wraparounds qu'il va faire, tous les pivots, les changements de direction pour se défaire de son couvreur. Mais quand il fait ça, en plus, il est capable d'identifier ses coéquipiers pour faire des passes, pour créer des occasions de marquer. Donc, il faut penser que c'est le gars, selon moi, le plus élite au niveau de l'offensive de cette repêchage-ci. Au niveau surtout de la fabrication de jeu, là. Mais le potentiel élite qu'il y a en offensive est inégalé selon moi. Tu sais, oui, Sillinger, je l'adore, Gunther aussi, mais Johnson, il y a une petite affaire de plus qui fait en sorte que certains soirs, c'est le game changer. Un peu comme Patrick Kane. Là, je dis pas que c'est Patrick Kane là, qui a le même potentiel. Patrick Kane, c'est un des joueurs, des meilleurs joueurs de la nationale des 10-15 dernières années. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Mais Ken Johnson est un peu le même style. Puis selon moi, ça va être le genre de gars qui va être un fan favorite. Là. Les gens vont l'adorer, ce joueur. On a presque un match parfait. Presque, ah ouais. Pascal. Parce qu'au 6e rang, j'ai Simon Edvinson. OK. Un défenseur de 6 pieds 5. Est-ce que je me trompe? J'ai marqué 6 pieds 4, mais c'est au début de l'année, fait que peut-être qu'il s'est rendu 6 pieds 5. Il a peut-être grandi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 6 pieds 5 en fonction des chiffres d'Elite Prospect, mais j'ai comme fait mon tableau après, avant toi, mais c'est ça, tu avais les stats de début d'année. Moi, je les ai comme mis à jour là, Fait que 6 pieds 5, 203 livres pour Simon Edvinson, mais qui joue physique comme un défenseur de 5 pieds 6, 100 livres. Ah ouais, c'est le gros problème. Moi, c'est vraiment ça qui me dérange pour Edvinson, puis je suis d'accord pour dire que le potentiel de ce défenseur-là est très haut, puis je suis capable de comprendre que ce défenseur-là peut se retrouver dans un top 3 d'un ranking, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas juste un problème de il fait pas de mise en échec, c'est un problème que il amène les joueurs dans le coin avec son bâton, mais il y a de la misère à les maintenir là, puis souvent il y a de la misère à les amener là. Fait que dans une ligue nationale qui est beaucoup meilleure là, que les ligues où Edvinson joue présentement, il faut que ça progresse. Puis il faut vraiment que ça progresse beaucoup parce qu'il part de loin dans ce volet-là de la game.
vraiment juste dans ce volet-là. Là. Parce que sinon, c'est un très bon défenseur. Là. Edvinson, là, c'est vraiment le seul problème, c'est son physique. Tu sais, c'est un gars qui patine très bien, il calcule très bien ses risques aussi. Il foncera jamais quand c'est pas le temps. Puis il va vraiment très bien choisir ses moments où il va se porter en attaque. Il a un très bon sens du jeu. Puis sa mobilité, ben tu sais, sa mobilité puis sa portée là, ça y sauve vraiment beaucoup. Sur le fait qu'il est peu physique là, sa mobilité puis sa portée va l'aider excessivement. Oui. C'est ça, faut juste qu'il prenne la maturité puis qu'il soit un peu plus méchant. C'est juste ça, parce qu'en ce moment c'est un gros toutou puis ça va lui nuire en Amérique du Nord. Exact. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Edvinson de mauvais, sauf ça, mais c'est un point qui me dérange au point où je le vois pas dans mon top 5. Je pense pas qu'il... Même avec la fin de saison, d'ici le ranking final, ben tu sais, je peux me tromper, là, il me reste des visionnements encore, mais je pense... Tu sais, je préfère beaucoup de joueurs à lui, là, présentement. Au 5e rang, toi, t'as Eklund. Ben, moi, je l'ai plus haut, là, Eklund. Là. Fait que... Ouais, c'est correct. Je le comprends. Moi, au 5e rang, j'ai Luke Hughes. Parfait, ça. Ouais, défenseur du programme national. Un très bon défenseur. Pour vrai, c'est pas... je le mets pas très loin là, d'Owen Power. Là. Pour vrai, là. Offensivement, c'est vraiment une menace. C'est vraiment une menace constante. Tu sais, il vient juste d'avoir 17 ans, Pascal, je me trompe-tu? Il l'a eu genre le 9 septembre? Le 9 septembre, ouais. Il va l'avoir le 9 septembre. Le 9 septembre, il va avoir 18 ans. C'est un des plus jeunes, la séance. C'est un des vraiment des c'est plus jeunes. Ça. OK, c'est bon. Mais c'est ça. Tu sais, moi, c'est beaucoup pour ça. Il est dans les plus jeunes en jouant contre les plus vieux. Puis ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas. C'est sûr que mon amour pour Sean Barons fait que j'ai beaucoup regardé Luke Hughes en même temps. Là. Les deux jouaient ensemble. C'est un défenseur qui prend vraiment des bonnes décisions puis il coupe les gaps vraiment rapidement. Fait qu'il va forcer l'adversaire à se compromettre rapidement. Il attendra pas de le faire rendu dans la zone défensive. Il va forcer le jeu rapidement puis il le fait très bien. Offensivement, je pense que son contrôle du jeu, c'est quand même très près d'être élite. Là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais la seule chose, c'est que Hughes, plus la saison avançait, plus je trouvais qu'il jouait un petit peu plus soft. Puis, est-ce que ça vaut la peine de le descendre pour ça? Je trouve pas. Mais je suis capable de comprendre les gens qui vont le descendre pour ça, par exemple. Il manque énormément de force physique. Là. Il est 6 pieds 2, mais 176 livres. Au début de l'année, c'était ça. Là. Il est pas fort. Il joue jamais physique. En fait, un peu le même problème que quasiment tous les joueurs dans le repêchage. C'est un repêchage très soft. Luke Hughes, il plaque quasiment jamais. Il joue surtout du bâton puis de sa mobilité. Puis c'est correct, c'est tout à son honneur parce qu'il est vraiment bon là-dedans. Mais là, il va falloir qu'il s'améliore à ce niveau-là. Là. Parce qu'il veut pas, il y a quand même le gabarit pour être mieux. Mais bon, bref, ça, c'est pas vraiment grave. Là. Mais comme je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, il contrôle bien la rondelle, il contrôle bien l'offensive, il distribue bien, il la transporte bien. Mais en offensive, le seul problème, c'est qu'il y a un tir précis, mais il est pas super puissant. Ça s'est amélioré en fin d'année. Ça s'est amélioré en fin d'année. Je crois au cours de la saison qu'il a quand même pris du poids. Mais il y a encore du chemin à faire. Là. C'est pas son tir qui va battre des gardiens de la Ligue nationale de hockey clean shot. Il va falloir des rebonds puis des écrans à pu finir pour qu'ils puissent les battre. Donc, il va falloir qu'il s'entraîne. Mais je doute pas qu'il va réussir. Il y a 2 frères qui sont dans la Ligue nationale de hockey présentement. Fait que selon moi, il va être bien suivi par des entraîneurs personnalisés puis son équipe qui va le repêcher. Parce que je ne le vois pas sortir du top 5, sérieusement, très difficilement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, cette année, ce qui a servi beaucoup, tu disais qu'il était pas très, très physique. Ce qui a servi, c'était de jouer avec Barons. Ouais. Parce que c'est un défenseur qui est physique, qui est capable, justement, de donner des bonnes mises en échec. Puis, je trouvais que Hughes était capable d'être vraiment plus créatif quand il jouait avec un gars comme Barons versus quand il jouait, mettons, avec un gars comme Reshchuk,
qui est plus axé sur l'offensive, puis Reshchuk, c'est le genre de défenseur qui part vraiment rapidement vers la zone offensive, ce qui laisse Hughes en arrière pour couvrir justement plus la défensive. Puis j'ai pas haï quand même comment Hughes se débrouillait dans ces situations-là. Tu sais, quand Reshchuk montait plus souvent en offensive, Hughes, c'était pas un boulet là, quand il restait en arrière. Là, fait que c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu de ce défenseur-là, c'est que peu importe la mission qu'on lui donnait, il était capable de l'accomplir, puis il l'accomplissait d'une belle façon. Fait que c'est un défenseur qui est très proche de Power, et puis j'aurais été curieux de voir, c'est sûr que c'est facile à dire, là, puis c'est quelque chose qui se réalisera pas, mais Hughes avec un gabarit à la Power, ça aurait été un débat intéressant, je pense, pour le titre de meilleur défenseur de cet encan-là. C'est clair, mais tu sais, c'est clair. C'est sûr que si tu mets Hughes à 6 pieds, mettons 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis tu lui mets 200 livres sur le corps, probablement que puis qu'il garde le même profil, peut-être que ce serait plus intéressant. Mais tu sais, je vais revenir avec son jeu défensif. C'est le meilleur des Hughes dans son territoire. Et de loin, et de très très loin, c'est le meilleur des trois frères. Là. Puis je suis d'accord. Mais tu sais, l'année prochaine, si Power fait pas la nationale de hockey, ils vont jouer dans la même équipe. Fait que ça va-tu être le fun à regarder, tu penses? Ça va être terrible, ça, là. Non, sérieusement, ça va être l'enfer. Ouais. Mais tu sais, mettons, je te pose une question rapide pour closer le débat Hughes. Puis tu sais, on va parler de Power tout à l'heure. Là. C'est pas une cachette. Là. Il est pas mal dans le top 3. Là, tu sais. Oui. On dévoilera pas le punch. Il est où, mais il est dans le top 3. Côté patin, tu mettrais Hughes avant Power ou l'inverse? Oui, je mets Hughes avant Power. Il est plus agile, selon moi. Là. Plus agile, plus explosif, mais essaie d'arrêter Power quand il patine. Toi. Ouais, c'est ça. C'est là que le gabarit vient vraiment donner un argument à Power pour être supérieur à. Puis maintenant que le patin est closé, mettons l'upside offensif, tu le donnerais à qui, toi? À Hughes. Je le donne à Hughes. À Hughes aussi? Hein? Ouais. OK. Ouais. Je suis sans même longueur d'onde que toi pour ça. Mais c'est pour ça que je dis que Hughes, là, Hughes il est vraiment pas loin là, de Power, là, mais vraiment pas. Fait que c'est vraiment pas fou là, de mettre Luke Hughes comme premier choix. Tu sais, je veux dire, on l'a. Ben toi, tu l'as dans ton top 3. Oui. Moi, je l'ai 5e. Puis c'est juste parce que c'est ça. Mon 4e, c'est comme toi, c'est Ken Johnson. J'avais pas terminé, là, c'est ça, de dire mon bloc de 3, mais mon 4e rang, j'ai Ken Johnson. Puis tu sais, tu peux pas. Je pouvais pas mettre Hughes avant Johnson juste parce que tout ce que peut offrir Johnson offensivement, tu l'as catégorisé très bien. C'est un game changer. C'est un gars qui peut prendre la puck, puis lui, en fin de match, là, il va te closer ça. Là. Puis autant au niveau de sa vision de jeu, c'est un gars qui est excessivement créatif. Tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire avec la rondelle. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que souvent, il en fait peut-être trop, mais c'est un junior. À un moment donné, la loi de la moyenne va revenir à un moment donné. Quand tu déculottes tout le monde, c'est sûr qu'une fois par match, tu manques ta feinte. Là, c'est normal. Fait que, moi, par rapport à Eklund, je l'ai mis avant Johnson, par rapport à Eklund. Mais Eklund n'est pas loin parce qu'il joue plus pro que Johnson. Johnson, en ce moment, s'il fait ce qu'il fait dans le pro, il va se faire tuer. Mais Eklund, en ce moment, il pourrait quasiment jouer dans le national de hockey puis être quand même productif puis efficace en offensive. Johnson, s'il fait ce qu'il fait là, je donne pas cher de sa peau. 2-3 wrap-around puis t'as un défenseur qui va le ramasser en ligne droite. Bang! Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va être correct. Là. Il va passer peut-être une ou deux autres saisons dans NCAA. Puis il va arriver direct dans le national de hockey, puis selon moi, ça va être correct. Mais Eklund, le jump en Amérique du Nord va peut-être être difficile, là. Mais sérieusement, j'aimais pas loin un de l'autre à cause de ça. Ben, moi, tu vois, là, regarde, on va enchaîner tout de suite avec le top 3. Là. Oui. Moi, au 3e rang, j'ai Eklund. Puis, tu sais, c'est un peu pourquoi Hughes a tombé 5e. C'est parce que je préfère Johnson, puis je préfère Eklund. Puis c'est vraiment ça. Eklund, moi, je suis tombé en amour avec cet attaquant-là.
Puis je ne pouvais pas le mettre en dehors du top 3. C'était impensable pour moi, je l'aime trop. Puis si j'avais pas cet amour à l'égard de ce Suédois-là, ben ça aurait été Hughes qui aurait été 3e. Fait que tu sais, c'est pour ça un peu que j'ai Hughes au 5e rang. Moi, Eklund, le tremplin en Amérique du Nord, j'ai un peu de misère. J'ai peut-être pas assez d'expérience. J'ai peut-être pas assez l'œil, tu sais, aguerri comme toi, Pascal. Tu sais, ça fait quand même un bout que tu regardes des espoirs pis tout. J'ai peut-être pas encore assez l'œil pour dire que ça va être difficile, sa transition en Amérique du Nord. Mais j'ai vraiment hâte de voir la transition d'Alexander Holtz qui s'en va avec les Devils, qui va aller dans la Ligue américaine pour commencer. J'ai hâte de voir comment lui va se débrouiller parce que moi, Eklund, je le trouvais pas mal supérieur à Holtz cette année. Fait que ça va être vraiment un bon indicateur. Puis c'est exactement pourquoi je trouve que Eklund, en dehors d'un top 3, j'ai vraiment de la misère parce que il joue déjà en SHL et il performe très bien en SHL déjà. Fait que, tu sais, moi, à mon avis, sa progression est déjà avancée comparativement à bien d'autres joueurs dans ce draft-là. Puis, c'est aussi pour toutes ses capacités personnelles offensives. Eklund, c'est un gars qui vire sur un 10 comme c'est pas possible. Son patin est vraiment, vraiment bien développé. Il va falloir qu'il prenne la force dans ses jambes. Là. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait dire pour tout le monde. Mais s'il veut tenir son bout dans le hockey professionnel en Amérique du Nord, ça va passer par là. Puis, tu sais, le kid, il est encore jeune. Là. Il a du temps de prendre la maturité au niveau de son physique. Là. Mais je te pose la question, Pascal, pour Eklund. Moi, à mon premier match que j'ai regardé de lui, je me suis mis une note. Je vais la sortir. La voilà. Très belle vision du jeu. Il est impliqué et combatif avec l'adversaire. Entre parenthèses, il me fait penser à Jacob Pelletier. Tu penses quoi de ça, mettons? C'est pas... de mon... Jacob Pelletier va jouer plus en avant du net que lui. Lui, il est pas mal plus en dehors, en arrière du but, le long des bandes. Il joue pas en périphérie. Ouais, il est plus en... Il est plus en périphérie, mais c'est la périphérie difficile sur le bord des bandes. Parce que, mettons, comment je pourrais expliquer ça? Un joueur en périphérie qui fait juste tourner en rond, mettons comme Stützle en Allemagne l'année passée, c'est un joueur qui va éviter les contacts, qui va tourner en rond le long de la ligne bleue, le long de la bande, puis tout, puis qui se fera toucher par personne. Eklund va jouer le long de la bande, va jouer où la ligne bleue, mais toujours avec un joueur sur lui, 2-3 joueurs sur lui-même, surtout en arrière du but, parce que lui, c'est moi, je le vois plus comme un fabricant de jeu, là. Ouais, moi aussi. Puis, vraiment beaucoup. En arrière du but, quand il va chercher la rondelle, parce que ça arrive vraiment souvent qu'il fait les entrées de zone, puis il a la dombe dans le fond, puis il va la chercher, même s'il y a 2 défenseurs sur lui. Puis même s'il n'y a pas mettons, une grande force physique dans le bas du corps, selon moi, mais il est vraiment bon pour passer sous le contact, absorber le contact qui vient à lui, pour garder le contrôle du disque, puis trouver un joueur, un peu comme Ken Johnson, mais moins de fantaisie, si on veut, là. Il va vraiment être bon pour garder l'œil sur son joueur tout en absorbant le contact, puis trouver la façon d'envoyer la rondelle. Puis j'aime la comparaison avec Jacob Pelletier, parce que Jacob Pelletier est pas comme ça, mettons, mais il va y aller avec la drive, il va plaquer, il va prendre la rondelle, il va lancer, tu sais, il va faire ce qu'il veut, tout avec l'énergie pour être capable de créer de l'offensive. Puis Eklund, c'est un peu plus cérébral, mettons, mais ça donne le même résultat. J'aime beaucoup la comparaison que tu viens de faire là. Parce que moi, je te dirais que Pelletier, je l'ai vu un peu jouer dans le junior, mais je l'ai vraiment plus vu jouer dans le midget 3. Puis c'était vraiment ce type de joueur-là. C'est la combativité, là. C'est, tu sais, tu le dis, là, les dump and chase, il est fait tout seul. Pelletier, c'était ça dans le 3. T'sais. Fait que c'est pour ça, moi, ça m'a sauté aux yeux. Sa technique de patin aussi est un petit peu semblable entre les deux. Puis, tu sais, moi, Eklund, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un gars qui va aller le long des bandes. C'est un gars qui travaille très bien le long des bandes. Mais quand tu regardes un match de la Ligue nationale, je pense qu'à peu près, 75-80% de l'action se passe le long des bandes. Fait que si déjà, en partant, tu maîtrises cette facette du jeu-là à 18 ans,
en SHL, dans une ligue d'adultes, pour moi, tu me conquis déjà, tu sais. Mais, mais tu sais, pour vrai, Eklund, je suis comme toi, moi, je le vois vraiment plus comme un fabricant de jeu, mais il faut pas sous-estimer son tir. Ce que j'ai fait après le premier match que j'ai regardé. Tu sais, je trouvais qu'il y avait pas un mauvais tir, mais en même temps, c'était pas un genre de tir qui pouvait vraiment surprendre le défenseur comme un Lucius, Gunther, Coronato peuvent faire. Il est quand même dangereux. Ben, je te dirais là que quand je regarde, là je déroule mes notes de match que j'ai faites. Là, et dans les derniers matchs de lui que j'ai regardé, là, je trouvais que son tir avait pris vraiment plus de vélocité, mettons. Fait que déjà, il y a eu une belle progression pour ça cette année. Moi, je te dis, j'ai une note ici, là. J'ai des je pense que je l'aime un peu trop. Dans mes notes, je mets des points d'exclamation, genre. Je suis comme quel patin avec des points d'exclamation, mais tu sais, je me parle à moi-même là dans mes notes, puis je suis comme hype de lui, tu sais. C'est un des premiers que tu as regardé aussi, là. Ça aide. Ça aide beaucoup, ouais, effectivement. Mais tu sais, je suis comme le gars qui a pas trop confiance en lui quand il va en date, là, il tombe en amour avec la première, là, mais c'est ça qui est arrivé. c'est pas mal ça moi aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, tu sais, moi je trouve tellement que la façon qu'il déborde les défenseurs en SHL en bas âge, puis sa mobilité sur le long des rampes, tu sais, il utilise très bien son corps malgré son petit gabarit. C'est tous des points que tu as sortis. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça. Fait que pour moi, c'est un top 3. Je pense pas qu'il bouge de là. C'est bien correct. Tu sais, moi, je mets top 5, puis je pense pas non plus qu'il va tant bouger que ça, là. Puis une des choses que j'aime bien de son tir, un de ses buts typiques, là, c'est il joue dans le fond du territoire, réussit à battre un ou deux défenseurs, trouve un coéquipier, réussit à se faufiler tranquillement en avant du but, prend un tir sur réception ou un retour très très proche du but. Donc, tu sais, Gunther va foncer au net, va être capable de déjouer le monde puis de jouer défenseur. Mais lui, Eklund va plus utiliser un coéquipier pour le faire, puis il va être capable de se faire oublier pour faire un but, là. Fait que selon moi, ça va très bien se traduire en Amérique du Nord. C'est juste qu'il va falloir juste qu'ils apprennent avec les joueurs plus rapides, la patinoire plus petite, puis le jeu physique. Mais selon moi, ça va juste aller avec la force des choses. Exact. Parce que, tu sais, c'est une excellente qualité d'être bon le long des rampes, mais dans une patinoire plus petite, ça se peut que les défenseurs arrivent plus vite, là. Fait que le temps de réaction, il va falloir qu'ils l'ajustent effectivement. Au deuxième rang, moi, j'ai Matthew Beniers, puis au premier rang, j'ai Owen Power. Je serais prêt à gager ma paye qu'on a les mêmes. Exactement. J'ai pas vu ton ranking. Je suis pas mal sûr qu'on a les mêmes. Ouais, au troisième rang, j'avais Luke Hughes. On en a assez parlé, hein, c'est pas grave. Mais deuxième rang, j'ai Matthew Benier. Puis au premier, j'ai Owen Powers. Ça m'étonnerait que ça bouge d'ici la fin de l'année. Le top 2, top 3, le top 5 pourrait bouger un peu, mais plus genre pogner les noms puis les brasser, surtout les 3, 4, 5, là, qui a vraiment changé avec des newcomers. Fait que je vois pas comment je pourrais changer ces joueurs-là. Tu sais, Benier, c'est pas le joueur nécessairement le plus talentueux du repêchage. Mais 6 pieds 1, 174 livres, au début de l'année, c'était ça. Power, 6 pieds 5, 215, 214. Benier, ce qu'on a vu au championnat du monde, ce que le monde a chialé que Cole Caulfield joue avec lui, c'est le gars le plus responsable du repêchage. C'est le seul centre, probablement. C'est probablement le seul joueur au centre qui va demeurer centre en Ligue nationale de hockey. J'ai vu ça passer sur Twitter, puis j'étais vraiment d'accord, sérieusement. C'est probablement le seul centre. Je seconde. Ouais. C'est le seul centre peut-être Lucius aussi, là, mais bref, du top 15. Et c'est une fusée, là. C'est un gars vraiment rapide, un excellent joueur dans le trafic, sérieusement. Là. Il fait tout dans le trafic, puis il n'y a pas de problème. Il déborde les joueurs, il les traverse. Il n'a pas les meilleures mains comparativement à Ken Johnson. Mais tu le mets avec Ken Johnson, ça fait un duo incroyable. Là. Tu rajoutes un joueur power forward avec eux autres, puis ça fait un trio parfait. Donc, je le vois difficilement tomber en dehors du top 3, sérieusement. Matthew Beniers, là, il y a trop de talent, trop de responsabilités, trop
trop de tout. Il joue déjà pro. Ben, c'est pas pour rien que tu sais, il a fait le World Junior puis pas un gars comme Ken Johnson. Tu sais, il y a d'autres choses à offrir que de l'offensive, mettons. Vraiment. Puis il peut jouer plein de rôles, dont celui-là de jouer les grosses minutes contre les gros joueurs. Je l'ai vu 16 fois cette année. La moitié en shift by shift, puis la moitié en game complète au championnat du monde, puis dans la série cette année dans la NCAA. Là. J'adore ce joueur-là, puis si vous l'aimez pas, je le comprends pas. C'est pas un joueur de troisième trio, mais c'est son pas son plafond, mais son plancher, c'est le joueur de troisième trio avec de l'offensive. Puis son plus haut, c'est le joueur de premier trio. C'est pas sûr qu'il soit un joueur de premier trio. Peut-être plus un top 6 qui va jouer sur le deuxième trio. Mais tu sais, c'est pas un Philippe Dano. C'est pas un Plekanec. C'est pas mal plus que ça. Fait que tu sais, attendez-vous à ce qui évolue dans les nationales de hockey assez rapidement, puis qu'on le voit assez souvent parce que justement, il est tellement rapide. C'est vraiment un joueur moderne. Ouais, vraiment. Puis il se crée tellement bien son espace, là, c'est fou, là, tu sais, en possession de rondelles, tu sais, le hockey à cette heure, c'est une question de possession de rondelles, c'est carrément ça. Puis Ben Yers, dans le système, comme tu dis, moderne, va tellement bien exceller. Tu sais, il contrôle bien la rondelle, mais il accepte aussi vraiment bien les mises en échec pour refiler le disque à ses coéquipiers. Fait que, tu sais, quand tu es en mesure, puis on le rappelle, là, Ben Yers, il joue dans NCAA présentement. Là. Il est pas en USHL, là. Il est dans NCAA présentement. Il est capable d'accepter des mises en échec de gars beaucoup plus vieux que lui, puis ça fait pas avorter le jeu. Là. Il les accepte volontairement, puis il est capable de refiler la rondelle à ses adversaires. C'est une qualité que j'apprécie énormément. Effectivement, Ben Yers, ça a été le genre de joueur qui a subi un petit peu de commentaires injustes à son égard au World Junior, mais on sait pourquoi. Mais, tu sais, un joueur de centre comme ça, avec l'explosivité qu'il a, la prise de décision rapide, tu sais, contrairement à Johnson, là, c'est pas un gars qui va ralentir le jeu, là, c'est lui qui va l'accélérer le jeu. Là. Puis la combinaison avec Johnson, c'est pour ça que c'est tellement magique. Là. C'est les deux, c'est comme sont un peu aux antipodes dans leur style, mais les deux ensemble, ça vient tellement bien se matcher. C'est comme un positif avec un négatif. Une petite comparaison de batterie, là. Mais mais non, pour vrai, Ben Yers, moi non plus, je pense pas qu'il bouge. Là. Sincèrement, s'il bouge, c'est parce que j'ai une rage d'amour envers Eklund, parce que sincèrement, c'est un deuxième. Puis j'ai une question, mettons, qui m'a popé pendant que tu parlais, Pascal. Tantôt, on disait que c'était pour quel joueur déjà? Parce qu'on a en dit des affaires là on disait tantôt que il y avait un joueur que dans un mock draft il va sortir beaucoup plus haut que dans le rank. C'était Wallstead. Est-ce que Ben Yers pourrait être un joueur, à ton avis, qui pourrait être classé haut dans les rankings de plusieurs personnes, mais qu'au mock draft pourrait chuter un peu, mettons? Oui, si on évalue qu'une équipe, mettons, ne cherchera pas de centre. Selon moi, c'est la seule raison, parce que dans un repêchage comme cette année, qu'il y a plusieurs joueurs qui ont le même potentiel, mais pas le même profil, je pense que les équipes vont y aller plus sur leurs besoins qu'habituellement. Je pense que le monde, tu sais, à la place d'aller, mettons, y aller avec Hughes, si on a la possibilité de prendre Eklund ou mettre Johnson, puis qui n'ont pas vraiment besoin de défenseurs, je pense qu'ils vont y aller avec les autres, même si Hughes est plus haut sur leur liste. Je vais te donner un exemple, là. Ça ne m'étonnerait pas pantoute que ça arrive que Ben Yers, mettons, quelle équipe qui est basse cette année qui n'a pas besoin de centre, mettons, je vais aller voir au niveau des classements. Tout le monde a besoin de centre, là, mais bon, bref, c'était peut-être pas un bon exemple, là. Mais tu sais, Buffalo a besoin de centre, New Jersey. Ouais, Détroit. New Jersey. Ils ont Hughes puis Shear comme pour deux premiers centres. Est-ce qu'ils ont besoin de Ben Yers? Peut-être qu'ils vont plus y aller avec Hughes ou avec Johnson. Ok, tu parlais d'équipes qui n'avaient pas besoin de centre. Okay. Pas besoin de centre. Parce que je disais Détroit, c'est ça, je disais Détroit, mais je pensais
tu parlais d'équipes qui avaient besoin de centre, mettons. Non. Tu sais, si mettons, Buffalo repêche premier, puis Jersey repêche deuxième, oui, Beniers est en temps, mais peut-être qu'eux autres vont plus y aller avec un ailier ou un défenseur, selon leurs besoins organisationnels. Fait que ça va être à garder en tête pour les classements, mais c'est fou, je regarde mon top 4, Johnson, Hughes, Beniers, Power vont tous jouer dans la même équipe l'année prochaine. Ça va être malade. Le Michigan va être le fun à regarder. Avec en tête de liste, au numéro 1, Owen Power, qui a été placé numéro 1 dans la liste de Bob McKenzie et que c'était une décision unanime auprès des 10 scouts qui a interrogé pour dresser sa liste. J'en parlais en ouverture d'épisode. Power, c'est un gars qui a été classé 9e par certains scouts, head scout de la division nationale de scouting, en tout cas. Bref, on reviendra pas là-dessus, mais reste quand même que la saveur du premier rang, tu sais, la tendance s'en va vers Power. Ça va être c'est pas mal ça. T'sais, un défenseur gaucher, mobile, 6 pieds 5, qui est pas excessivement physique, mais est capable d'utiliser son corps pour séparer le porteur du disque de la rondelle. C'est un général à la ligne bleue qui est capable de jouer dans toutes les situations, n'importe quelle minute dans un match. Est-ce que tu peux cracher là-dessus pour prendre un centre que tu vois peut-être top 10, dans ton top 2 au lieu du premier centre, Luke Hughes qui est pas fort, Ken Johnson qui a pas un jeu pro. Fait que, tu sais, tous les profils, Power, il est supplante selon moi. Donc, je vois mal comment quelqu'un pourrait passer à côté de lui. Tu sais, oui, il y a le monde qui dit qu'il pourrait sortir 9e, qui est loin d'être le meilleur talent de ce repêchage-là, vont dire qu'il n'y a pas le meilleur talent offensif. Mais, come on, là. Ce gars-là va en ramasser des points, là. Puis s'il est capable d'empêcher 1 ou 2 buts par match à cause de son jeu, peut-être pas 1 ou 2 buts par match, mais mettons, là, ben, je pense que ça vaut la peine, mettons, de le prendre, là, sérieusement. En tout cas, il est tellement bon. Il est bon. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment sa capacité d'être calme avec la rondelle. Oui. Il attend toujours que l'adversaire se compromette. Il est patient. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui essaient de tourner ça en point négatif, là. Genre, il est nonchalant, il est vache, il est lâche. Mais non, c'est un gars, là, c'est un homme parmi les enfants présentement dans la NCAA, là. Puis il est jeune, il est tout jeune, puis il a cette maturité-là, justement, d'attendre à la dernière fraction de seconde pour faire son jeu. Puis, tu sais, c'est une caractéristique que je vois beaucoup chez Ryan Ofco. Puis là, on s'entend que c'est pas à la même échelle, là. Ryan Ofco, si c'est un premier choix, ça va être un premier choix de la 3e ronde. Tu sais, c'est pas... Fait, mais tu sais, Ofco le fait dans USHL, dans le meilleur club qui est Chicago, puis des fois, il fait des bourdes en faisant ça, en attendant vraiment la dernière minute pour faire son jeu. Power le fait excessivement bien, peu de bourdes dans NCAA. Tu sais, on voit le tremplin. Fait que moi, de là à tourner ça en négatif puis dire qu'il est nonchalant parce qu'il fait ça, moi, c'est totalement... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je comprends puis j'accepte les visions, mais tu sais, moi, j'achète pas ça, mettons. Non, moi non plus. Puis tu sais, en plus, il y a eu une belle progression toute l'année. Tu sais, il y a eu des bons deux premiers matchs. Après ça, il y a eu une bonne petite drop au niveau de l'offensive. Il était un peu moins confiant. D'après moi, c'est là que les joueurs que les scouts l'ont vu plus. D'après moi, c'est dans ce creux de vague-là. Mais après j'ai regardé un match en novembre, hein, dans le coin de novembre-décembre, qu'il y a eu un crash. Puis mettons, moi j'ai regardé un match de février, puis tu sais, j'ai marqué qu'il se portait vraiment plus en attaque, puis qu'il démontrait vraiment une très belle confiance pour un freshman. En série, à partir de décembre, fin décembre, jusqu'en série, hein, aucun problème à ce joueur-là. S'il avait été au championnat du monde junior comme il était supposé, mais que son entraîneur, son université n'a pas voulu, là, le monde il serait déjà premier depuis un maudit bon bout sur toutes les listes, selon ce qu'on
l'aurait vu plus dans un contexte intéressant que dans NCAA où que le monde en regarde 2 matchs, puis après ça, ils se disent que si le joueur est comme ça. Moi, je l'ai vu 8 matchs, j'ai pas super gros 8 matchs, là, mais j'ai vu assez pour le mettre premier. J'ai même pas besoin de le regarder plus sérieusement. Là. Lui, Benier puis Johnson, j'irais même pas plus les regarder. Benier, je l'ai vu 16 fois, puis Johnson 9 fois. C'est assez pour moi pour le laisser là, puis même pas bouger. Sérieusement, pour d'ici on est en avril, puis en juillet, ça n'aura même pas bougé. Même Liu, je pense qu'il n'aura même pas bougé de là. J'augmenterai même pas mes visionnements. C'est plus à partir du 5e rang ou Eklund. Même là, Eklund, je pense même pas qu'il va bouger sérieusement. C'est plus Edvinson qui risque de dropper un peu. Mais c'est clair que ce gars-là va être repêché premier. Et les scouts de la NHL vont le prendre premier. Je peux pas croire qu'il sera pas l'espoir le plus intéressant de la séance. Là. Ben, tu sais, c'est parce que en plus d'avoir un upside offensif intéressant, puis d'avoir un prototype de défenseur unique, tu sais, le bon vieux, le gabarit c'est important parce que c'est un projet, tu sais, en plus d'être un projet, le gars c'est une vedette, puis c'est déjà un excellent défenseur. Puis il y a tout pour lui. Là. C'est le seul que l'année prochaine il risque de jouer dans la nationale de hockey. C'est le seul, selon moi, de la séance qui risque de jouer dès l'année prochaine dans la nationale de hockey, selon qui le repêche, là, évidemment. Là. Ben, chez les Sabres. Moi, ouais, chez les Sabres, ça pourrait arriver. Mais j'y souhaite pas d'être pris chez les Sabres. Oh, je serais tellement pas content. En plus, ils ont Darlin à gauche. Donc, imagine, écoute, moi, je connais pas tout ça par cœur, là. Je suis pas comme toi, là. Mais, Moritz Seider, ça joue à gauche ou à droite? À droite? C'est droitier. Fait que là, si les Red Wings, Punk Power, ça ferait toute une paire. Ah oui, ça serait malade. Tu sais, les Red Wings, par exemple, ils sont rendus 24e dans la ligue, là. Tu sais, les derniers, c'est Buffalo. Après ça, c'est Devils puis Anaheim. Les Devils puis Anaheim, puis Ottawa après, puis Vancouver. N'importe quelle de ces 5 équipes-là, ça serait, à part Buffalo, ça serait très intéressant de voir là. Même après ça, c'est les Kings, Columbus puis Détroit. Mais tu sais, Anaheim, Devils, là, ça serait pas déplaisant de voir ça, surtout les Devils. Là. Hey, les Devils, dans 5 ans, s'ils pognent Power, là, ou s'ils pognent Hughes, ou s'ils pognent Hughes, ça serait-tu fun un peu? Moi, ouais, tu sais, c'est sûr que c'est facile à caler, mais je serais pas surpris qu'ils le prennent, moi, Hughes. Moi non plus, sérieusement. Ils ont besoin de défenseurs en plus. Ben, sauf que si t'as le premier choix, tu vas... Ben, tu vas pas Power. Non, c'est sûr qu'ils vont y aller. Prendre Power. Ils ont besoin d'un défenseur numéro 1 avec du gabarit. Ils ont Mock Modolin l'année passée. Mock Modolin, mais c'est pas un joueur... C'est même pas un défenseur top 4 probablement. Fait que on verra, là. Mais ils ont besoin d'un défenseur de première paire. C'était pas Sanderson l'année passée. Ça va être Power ou Hughes ou Edvinson cette année, selon moi. On va voir où ils vont repêcher, mais ça m'étonnerait pas pantoute que ce soit dans ces 3-là. Là. Ouais, exact. Hey Pascal, ça a été bien plaisant de faire l'exercice. Oui. On a eu quand même un bon 2 épisodes d'à peu près 1h40. Fait que oui. on aurait pu en jaser longtemps, comme on disait dans le dernier épisode. Merci à ceux qui ont écouté. C'est toujours un plaisir de vous fournir du contenu repêchage. On vous rappelle que la partie 1, donc position 32 à 16, est disponible sur le TSLH Podcast, sur toutes les plateformes. Pascal a commencé ses profils vidéo sur notre chaîne YouTube, des vidéos avec des séquences commentées. Puis l'audio de ces vidéos-là vont être accessibles également sur le TSLH Podcast, sur toutes les plateformes. Partagez le podcast, abonnez-vous à notre site web toutsurlehockey.com, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, beaucoup de contenu repêchage qui s'en vient. Puis si vous avez des amis tripeux de repêchage dans votre entourage, partagez-leur notre contenu. Nous autres, c'est un peu notre paye là, à ce niveau-là. T'sais, on est tout le temps content aussi d'échanger avec les gens au niveau repêchage. Donc, je vais terminer en vous invitant à joindre le groupe de discussion Discord. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Donc, venez nous rejoindre, envoyez-nous vos listes. Si vous avez des listes de repêchage, envoyez-nous-les. On va discuter de ça, on va argumenter, toujours dans le respect, bien évidemment. Oh oui.
Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée, dépendamment de quand vous écoutez le podcast. Puis on se revoit dans un prochain épisode la semaine prochaine avec notre chum Larchie, qu'on sait pas encore de quoi on va parler, mais j'ai l'impression qu'on va vous préparer un bel épisode.